Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review de l'anime Pharmaga. Et aujourd'hui épisode 2 qui est un épisode un petit peu de conclusion du combat entamé dans l'épisode précédent et un petit peu de transition pour nous en expliquer un petit peu plus sur le lore de la série et la prochaine étape du voyage de nos personnages. Et franchement je dirais que l'histoire va assez vite. En tout cas pour un deuxième épisode d'en être déjà là, je ne me serais pas attendue à ça. Mais donc voilà, intéressant, hâte de voir comment l'histoire va progresser du coup. Donc, au début de cet épisode, on retrouve Ten et Lei qui sont en train d'affronter du coup un personnage qui du coup va nous être révélé comme étant Zanas, qui du coup est le Pharmagia le plus puissant sous les ordres de Gladza. C'est Ansar qui va nous l'apprendre un peu plus tard. Et en gros, donc, il rétame globalement Ten et Lei jusqu'à l'intervention de Nares, qui grâce au monstre qu'elle a avec elle, va réussir, alors non pas à le défaire puisque le gars va se barrer, mais en tout cas, voilà, à montrer que l'endroit est bien protégé et que ça va pas être si simple. Donc, Lei et Ten, du coup, ils ont utilisé leur monstre. Et un concept que je trouve très intéressant dans cette série, c'est le principe que quand un des monstres est blessé, celui qui l'a appelé va ressentir les dégâts également. C'est-à-dire qu'il va avoir par exemple des égratignures qui vont apparaître sur sa peau et il va ressentir la douleur. Donc c'est intéressant puisque c'est un type de combat qui nécessite plus de stratégie que juste foncer bêtement dans le tas. Parce que du coup, le moindre dégât, c'est toi qui vas le ressentir. Et si tu n'es plus en capacité de contrôler les monstres, tu vas pas réussir à gagner quoi qu'il arrive. Donc, très intéressant, hâte de voir comment ça va être concrètement mis en place sur le reste de l'histoire. Donc Nalez va arriver avec un monstre fusionné, une fusion d'une fusion même particulièrement, puisque alors que Archie et sa copine, celle qui joue de la lyre là, de la harpe chez Chica, alors que elles étaient en train de se faire sacrément avoir par des randoms de l'armée, donc Nares va arriver, va invoquer ces monstres, donc plein de petits monstres qui vont fusionner de la même espèce pour former un monstre plus gros, ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode dernier. Mais elle va également être capable de faire fusionner ces fusions pour créer une bestiole encore plus grande et encore plus puissante. Donc je me posais la question, visiblement c'est possible, ça laisse imaginer des combinaisons de malades. C'était pas Digimon qui faisait des trucs un peu comme ça. Encore une fois, j'ai grandi avec Pokémon plus qu'avec Digimon, donc je connais très peu de choses sur la licence. Mais il me semble qu'il y a un délire un peu comme ça à un moment. Mais voilà, si vous avez les infos, vous me direz. Et donc du coup, donc Nares va balayer cette armée et va du coup foncer à la rescousse de Lei et Ten. Et là où Lei, il est prêt à admettre que bah sans elle, il s'en serait pas sorti, Ten, il est beaucoup plus en mode non, mais je suis sûr qu'on aurait pu gagner et tout, même si clairement il emmène par large. Il emmène par large. Et Archie, du coup, qui les a rejoints, va prendre le parti de Lei, puisqu'ils sont en train de regarder les champs, du coup, qu'ils avaient à leur disposition. Et quasiment tout a brûlé. Et du coup, il y a que quelques monstres du jardin de Ten qui vont avoir survécu. Et du coup, il va faire en sorte de les rassembler pour les faire pousser de la meilleure des façons. Puisque du coup, on découvre un autre concept que je trouve très touchant, pour le coup, dans cette série. Ah, j'ai oublié comment il nomme ce truc-là, ça me reviendra dans les épisodes peut-être à venir. Les Séphiroth, je crois. C'est une espèce de truc qui a l'air de flotter dans l'air et qui a l'air d'être visible de toutes les différentes îles. Et en fait, qui récupère à lui les âmes des monstres qui ont péri. Donc, qui reviennent à la source du chaos, si j'ai bien compris, en attendant donc la récurrence, c'est-à-dire la possibilité de renaître sous une autre forme. Donc, ce que nous explique du coup le vieux, c'est que donc on les reverra peut-être un jour sous une autre forme. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de forme prédéfinie aux monstres. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas été plantés, tant qu'ils n'ont pas été cultivés d'une certaine façon, en fonction de la graine qu'ils ont donnée, ils peuvent prendre des formes différentes. C'est intéressant comme concept. Je me demande ce que ça va nous révéler potentiellement sur le lore plus tard, parce que je sens que ça peut amener
Ça peut être un truc, tu prêtes pas forcément attention, mais plus tu vas apprendre, plus tu vas te dire, oh mon Dieu, les pauvres âmes, les machins et tout. Est-ce qu'on est sûr que les humains et les monstres sont des trucs très différents? C'est les premières idées en tout cas qui me viennent en tête. On verra bien évidemment, je ne connais pas la licence. Donc suite à tout ça, du coup, réunion de crise au château de Nares, qui va du coup nous expliquer un petit peu quelle va être la stratégie à venir, puisque suite à l'attaque des troupes de Gladza, ce que va apprendre Nares en conversant avec Xanas, c'est que ils ont littéralement coupé leur espèce de téléportation, de plateforme de téléportation qu'ils avaient, que Nares avait utilisé dans l'épisode dernier pour se rendre à la réunion pour décider du nouveau mage suite à la mort de l'ancien. Et en fait, c'était du coup totalement ça que visait Gladza, c'est de couper totalement la communication et les déplacements sur chaque île pour, j'imagine, probablement inciter les gens à se rallier à sa cause pour pouvoir potentiellement survivre. Ce que Nares, du coup, elle n'est pas du tout d'accord, et c'est bien la seule des Zora Senseis à vouloir se rebeller, puisque tous les autres, du coup, se rangent aux côtés de Gladza, et visiblement, de gaieté de cœur, quoi. C'est pas, oh là là, c'est terrible, machin et tout, c'est, non, non, allons-y, ça peut être sympa, machin et tout. Donc, ça a l'air d'être des gros tarés, encore, les Zora Senseis. Et c'est intéressant, du coup, qu'on en ait un qui soit notre allié dès le début. Ça change des autres œuvres dans lesquelles Mashima a participé. Et du coup, donc, ce qu'elle explique, c'est que donc il y a l'île centrale, ils vont essayer de l'attaquer, puisque du coup, ça leur donnera accès à toutes les autres îles, notamment une en particulier qui l'intéresse. Et du coup, ce qu'elle propose, c'est que donc pendant qu'il y a le gros de l'armée qui va faire une diversion d'un côté de l'île, une petite troupe d'élite s'infiltre de l'autre côté. Sauf que c'est un truc, je crois qu'il s'appelle Manas, le responsable de cette île-là. En fait, il va très très vite le percevoir alors qu'ils ont commencé leur attaque. Et du coup, il va envoyer un de ses meilleurs hommes, un de ses hommes en tout cas, euh, attaquer la petite troupe d'élite pour éviter de se faire détrôner. Donc cette petite troupe d'élite, eh ben, on va découvrir qu'il va s'agir de Ten, de Lei et de Archie. On nous explique donc Ten et Lei très probablement parce qu'ils sont quand même assez puissants, et Archie puisque c'est la seule à pouvoir gérer ces deux-là, quoi. C'est elle qui va être la commandante, c'est elle qui va prendre les décisions, ce qu'elle a pas l'air d'être méga contente d'ailleurs, mais parce que c'est la seule qui va réussir à se faire obéir en fait du groupe. Pendant que Chika de son côté, en compagnie de la Ansas, enfin le nom ça va être compliqué je sens, eux vont faire partie de la légion principale, même si Chika sera en arrière, elle sera au niveau du soutien, au niveau des soignants et autres, donc elle ne sera pas mise directement en danger. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, Nares va leur donner des lacrymas, un autre concept qui revient d'autres œuvres de Mashima, c'est fascinant, je vous jure, qui du coup vont permettre à nos héros, donc ces cristaux vont avoir plus ou moins absorbé les monstres, et comme ça ils vont pouvoir les transporter avec eux et les appeler dès qu'ils en ont besoin. Imaginez ça comme des Pokéballs, globalement. Voilà, voilà, et donc du coup, bah, les troupes se lancent globalement à l'assaut. Le jour même d'ailleurs de l'invasion, il y a un tremblement de terre qui ébranle un petit peu toute l'île, ce qui a pas l'air de surprendre les habitants, donc j'imagine que c'est quelque chose dont ils ont l'habitude. Et je me suis rendu compte, notamment en voyant le générique, que l'île sur laquelle ils sont, on dirait une espèce de tortue géante. Et je vous avoue que je trouverais ça méga stylé dans le lore de cet univers, que les îles soient des monstres géants. C'est un petit peu comme les tortulions de Avatar, le dernier maître de l'air, si vous avez connu. Mais ça pourrait être un truc de fou. J'adorerais que ce soit ça. Ça expliquerait les mouvements et autres. Donc, hâte de voir si le concept va être mis en avant. Donc, ils se lancent à l'assaut et du coup, très rapidement, nos trois personnages vont tomber sur une vieille connaissance dont on a déjà évoqué le nom et qu'on a déjà un petit peu vu en flashback, c'est-à-dire Emero, qui avait l'air d'être un de leurs amis et auquel Chika était très attachée. Donc, on ne sait pas vraiment trop ce qui lui est arrivé. Mais du coup, c'est lui l'homme de confiance qu'a envoyé Manas dans leur direction. Alors, est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il l'a fait exprès? Ça, on verra bien. Mais visiblement, Emero, il n'était pas du tout prêt à tomber sur eux. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il remarque directement Ten plus que les deux autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je ne sais pas, mais c'est très intéressant. Et donc, il avait envoyé
Non, il l'avait pas envoyé, mais alors qu'ils étaient en train comment dire, d'envahir l'île, ils sont tombés sur des monstres remis à l'état sauvage apparemment, pas dressés par des Farmaga, qui ressemblaient du coup un petit peu au loup que Ten il a avec lui, mais de couleur plutôt violette avec une espèce d'aura autour d'eux. Voilà. Et petit détail au niveau des transports, du coup, visiblement, ils ont utilisé la grosse baleine qu'avait invoquée Nares pour voyager, et elle les avale directement, ce qui explique un truc que j'avais vu dans l'opening. Voilà, voilà. Et du côté de Nares, du coup, elle reste sur Abrion pour protéger un petit peu la zone au cas où il y aurait une nouvelle attaque. Voilà, voilà. Je pense avoir plutôt bien résumé ce qui se passait dans cet épisode-là. Donc, très intéressant comme épisode. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'univers. Je trouve effectivement que ça va peut-être un peu vite au niveau du scénario, mais ça va dépendre de combien d'épisodes ils ont à leur disposition et ça va dépendre qu'est-ce qu'ils vont essayer de couvrir. Parce que ce type de jeu, du coup, je ne sais pas au niveau du scénario si c'est vraiment dense ou si c'est plus le gameplay qui prend le pas. Donc comment tu adaptes ça pour que ce soit digeste? Je ne sais pas. Ils ont déjà du mal des fois avec des mangas, donc en jeu vidéo, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un dessin animé sur la licence Zelda, bon Dieu. Alors je sais bien en soi, tu peux déjà juste regarder la série, mais qu'est-ce que ça... Ce serait tellement bien. Enfin, voilà, voilà. Donc sur ce, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des remarques ou des commentaires. Et puis sur ce, ben, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye les gens.